Bonjour, bienvenue sur Diagonale, l'actualité internationale du jeu d'échecs, avec évidemment ce soir les résultats du tournoi de Enghien, plus fort tournoi jamais organisé en France. Victoire éclatante de Vladimir Akopian qui s'impose facilement. Au programme de cette émission, donc résultats, analyse et classement. La partie explosive Vladislav Tkatchev contre Étienne Bacrot, très belle partie. Chess People, une interview de Laurent Fraissinet, tout cela avec notre consultant sportif Jean-Luc Chabanon. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Éloi. Alors, donc nous avons été faire un petit reportage à Enghien. Il se dégage quand même dans ce tournoi une impression de tranquillité. Les joueurs ont l'air cool. Oui, les joueurs français donc, qui sont très très à l'aise donc, à Enghien et qui sont très contents de jouer une compétition d'un tel niveau. C'est clair, c'est un très beau tournoi pour eux, c'est un très beau challenge puisqu'on sait que les joueurs français n'ont pas toujours été reconnus comme étant des top joueurs, des très forts joueurs. Et là, ils ont l'occasion effectivement de venir jouer un tournoi du meilleur niveau, vraiment un tournoi de l'élite mondiale. Alors, pour commencer l'analyse du tournoi, Jean-Luc, eh bien, je pense qu'on va faire une analyse du classement. Et pour cela, vous l'avez normalement devant vous. Il devrait arriver le classement du tournoi d'Enghien. Donc alors, premier, il s'agit de, le voilà. C'est l'Arménien Akopian. Un petit mot sur ce joueur. Donc l'Arménien a été vice-champion du monde en 99. Il vient juste de gagner l'US Open de Las Vegas. Et donc là, il s'impose logiquement, il est en forme, c'est l'homme en forme. L'homme en forme, Akopian 6 points sur 9. Joël Lautier, 5 points et demi, deuxième tout seul. Très belle performance. Oui, donc Joël qui avait raté de peu la qualification en pour les quarts de finale de la Coupe du Monde de partie rapide à Cannes, qui s'est imposé et qui a fait un très bon tournoi. 3 ex-aequo ensuite à 5 points. Nous avons Yevgeny Barayev, Étienne Bacrot et Vandveli. Oui, donc Barayev, petite forme. Étienne Bacrot, donc un bon résultat, même s'il a perdu cette dernière partie. Et Vandveli, donc un résultat normal. Résultat normal, en dessous de son classement Elo. 6e, Grichuk, 4 points et demi. Alors je crois qu'il s'est très très bien repris. Oui, Grichuk s'est très très bien repris puisque donc, il était mal parti et il est bien remonté en fin de tournoi. 7e, la star française Laurent Fraissinet, 4 points sur 9. Un résultat excellent donc, pour un premier tournoi à un tel niveau. Bon, c'est pas la moyenne, mais c'est un bon début. 8e position, 2 ex-aequo, Victor Bologan et Vladislav Tkatchev avec 3 points et demi. Donc une double déception, surtout pour le joueur franco-kazakh Vladislav Tkatchev. Qui réalise une performance quand même pas bonne du tout. Et dernier détaché, Christian Bauer, 3 points. Donc bon, un petit résultat, mais bon, la compétition est très très dure et les Français ne pouvaient pas tous donc, se hisser en tête du classement évidemment. Effectivement, c'est vrai. Donc, on notera la superbe performance de Vladimir Akopian qui s'impose avec un très beau style, des parties très propres. Deuxième place, Joël Lautier. Donc, Joël Lautier, victorieux l'année dernière, ne fait que deuxième cette année, mais le niveau du tournoi s'est quand même relevé considérablement. Oui, donc le tournoi qui est une catégorie 17, donc c'est une grande première. Et donc Joël Lautier qui a quand même très très bien joué. Il pouvait éventuellement gagner le tournoi, puisqu'à la dernière ronde, il y avait sa confrontation contre Akopian qui s'est soldée par un match nul. Donc Joël qui a dû tout essayer pour gagner le tournoi, mais qui n'y est pas arrivé. Joël Lautier, donc, qui fait quand même une très très bonne performance, puisqu'il fait une performance à presque 2700 points Elo, ce qui n'est pas mal du tout. On a également recueilli à Enghien, Jean-Luc, quelques images de ce tournoi donc, pour voir un peu l'ambiance. Et donc on vous a concocté, avec l'aide de notre réalisateur donc François, un petit clip vidéo avec la musique Diagonale. Donc si on peut l'envoyer, c'est tout de suite. Voilà, donc les images de Enghien-les-Bains. Alors on a pu voir Vladislav Tkatchev, la tête complètement rapatriée sur l'échiquier. Oui, un Vlad qui semblait très très fatigué.
Et un Victor Bologan aussi qui s'est pris la tête dans ce début de tournoi, qui n'a pas compris ce qui lui arrivait puisqu'il a commencé par 0 sur 3. Victor Bologan, c'est celui qu'on voit en dernier, effectivement, qui a l'air un peu inquiet. Alors à noter, Jean-Luc, dans le fond de la salle, comme dans tous les grands tournois maintenant, il y a ces fameux écrans géants de projection. Et il y avait aussi des commentaires par casque infrarouge. Donc ça, c'est le moyen aux amateurs d'appréhender un peu les échecs d'une façon plus simple. Oui, les organisateurs français donc, ont compris le principe. Donc, pour faire le spectacle, ils mettent les moyens, des écrans géants et des commentaires par casque et sur Internet en direct. Donc, oui, alors ça, la partie Internet, on va y revenir. Donc il y avait des commentaires par casque infrarouge. Donc les joueurs s'équipaient avec des écouteurs. Ils entendaient les commentaires de joueurs classés internationaux à 2200, 2300, avec un sens pédagogique certain. Donc c'était des commentaires très accessibles et ça, c'est très bien. Et ils ont également mis l'accent sur Internet, puisque les parties étaient retransmises donc, sur le site officiel anguin.free.fr et également sur le site de sportechec.com, donc le site de Libération, avec les commentaires du grand maître Igor Natav. Donc maintenant, on voit que ça se développe vraiment non seulement sur le terrain, mais aussi sur l'Internet. Oui, donc ce genre d'événement ne doit pas passer à côté donc, de l'Internet, évidemment, et c'est très important donc, d'utiliser cette technologie pour informer les joueurs sur le moment, parce que évidemment toute la France vibrait donc, devant cet événement. Il y avait énormément de connectés. Alors qu'est-ce qui se passe sur Internet? Eh bien tout simplement, vous avez l'échiquier. Vous avez à droite le chat, donc vous pouvez discuter avec d'autres internautes, vous tapez au clavier, vous voyez les positions. Bref, c'est vraiment du live intégral avec tout le monde qui vibre après chaque coup, après chaque défaite, après chaque gaffe. C'est vraiment de l'assez beau spectacle, et dans la salle, et sur Internet, évidemment. On a eu un petit problème quand même à Enghien, Jean-Luc, c'est que les joueurs ne voulaient plus répondre aux interviews, sachant qu'on les a déjà pratiquement tous interviewés la dernière fois. Oui, c'est vrai, les joueurs sont un petit peu fatigués peut-être dans ce tournoi. Il y a eu beaucoup de tensions, il y a eu beaucoup de retournements de situation, un Bariev qui a craqué en fin de tournoi, donc les joueurs qui finalement ont répondu à toutes les questions qu'on attendait d'eux n'avaient plus grand-chose à ajouter. Tout à fait. Alors bon, évidemment, on en a quand même réussi à en attraper un. Il s'agit donc du joueur qui venait de gagner sa première partie dans le tournoi, donc il était vraiment tout content. D'ailleurs, ça va se voir dans cette interview. Il s'agit, interview que tu as faite, Jean-Luc, de Laurent Fraissinet, tout de suite, en image, à Enghien. Laurent Fraissinet. Nous sommes en direct d'Enghien. Vous le connaissez, c'est Laurent Fraissinet. Ici, il souffre énormément, mais il vient de gagner Vladislav Tchatchev et fait sa rentrée dans le tournoi. Bonjour Laurent. Bonjour Jean-Luc. 2,5 points sur 7, c'est difficile, mais c'est pas si mal quand même. C'est difficile, bon c'est pas très bien, c'est pas mon score, c'est clair, mais bon vu comment ça s'est passé, j'ai beaucoup souffert en début de tournoi, et puis là je viens de battre Vladislav Tchatchev, donc c'est un très bon résultat, mais c'est vrai qu'au vu des parties, je peux espérer au moins la moyenne. Il y a quelques mois, Étienne Bacrot jouait son premier fort tournoi donc, à Sarajevo. Là, tu joues en catégorie 17. J'aimerais en savoir un petit peu plus donc, sur tes impressions dans un tel tournoi. Bon, les impressions, c'est que les joueurs sont évidemment très forts, mais j'ai pas l'impression que mon niveau et leur niveau soient si différents. Ils ont beaucoup plus d'expérience. Ils jouent beaucoup les finales techniques, ils les jouent bien mieux que moi. J'ai perdu 2 finales complètement nulles, mais très techniques contre Bariev et Van Veli. Donc ça me coûte 2 fois demi-point. Et c'est vrai que bon, je suis impressionné, mais c'est surtout au niveau, la différence se fait au niveau technique et au niveau des nerfs. Donc voilà. Aujourd'hui, tu viens de battre le Playboy des échecs. Comment ça s'est passé ? Disons que j'ai égalisé après l'ouverture avec les Noirs, donc j'avais très bien préparé mon ouverture. Et bon, lui non plus, il n'a pas un très bon score. Il avait -1 avant la partie, donc il avait 2,5 sur 6. Et il voulait absolument me battre, il a pris trop de risques, et souvent quand on prend trop de risques, ça se retourne contre nous et on perd. Fraissinet, en direct à Enghien, eh bien, il s'est effectivement bien débrouillé, puisque après cette victoire contre Vladislav Tchatchev, il a repris confiance, Jean-Luc. Oui, Laurent qui a fait une remontée fantastique à un tel niveau de la compétition, puisqu'il avait 1,5 point sur 6 et il termine avec 4 points sur 9. Donc il termine donc avec 2,5 sur 3, ce qui est quand même incroyable. Une victoire contre Bologan à la dernière, une victoire contre Vladislav Tchatchev, nul contre Joël Lautier.
pas mal. Oui, c'est très très bien. Oui. Pas mal pour la fin. Donc voilà pour ce qui est de Laurent Fraissinet, on a déjà commenté son résultat, c'est clair. On va bientôt passer à notre partie commentée. Mais avant ça, Jean-Luc, il y a eu une petite séquence sympa, on en reparlera d'ailleurs tout à l'heure dans Chess People, qui s'est passée dans le repas que nous avons fait avec les joueurs à la fin du tournoi. Et donc là, tu as fait une petite interview un peu particulière pour parler justement de la star française Étienne Bacrot. Oui, donc oui, j'ai voulu un petit peu mettre l'accent sur l'aspect décontracté donc du tournoi un petit peu puisque les joueurs sont là finalement c'est des jeunes joueurs et ils passent donc leur soirée ensemble et on voit qu'il y a une équipe de France très très soudée, ce qui promet donc pour les prochaines compétitions par équipe. Tout à fait. Alors tout de suite, on va l'envoyer. Il s'agit de Jean-Luc Chabanon sur le billard de l'échiquier. Diagonale spéciale Anguin. Nous allons donc passer sur le billard, donc l'analyse de ce tournoi. Donc un tournoi à la française, les joueurs français donc très très en forme pour cette édition. Et donc on l'espère, Étienne Bacrot victorieux dans 2 jours. Voilà. J'espère Étienne Bacrot victorieux. Ce ne fut pas le cas, Jean-Luc, puisqu'il a perdu la dernière partie contre Vladislav Tkatchev, un Vladislav donc playboy de l'échiquier qui s'est réveillé d'une façon totalement fantastique. Ça va être le sujet de la partie commentée de la semaine. On va donc mettre l'échiquier et tout de suite commenter les coups, puisque... On va passer à l'action, donc voilà, donc D4. D4. Alors dès qu'on verra l'échiquier, on va passer à l'action. On va quand même présenter rapidement donc Vladislav qui a un style agressif. Vlad qui a un style agressif, qui est un joueur donc très spectaculaire et qui d'habitude donc joue quand même un petit peu plus solide, mais il était à la recherche de l'exploit dans ce tournoi. Il avait mal démarré, il cherchait l'exploit. Il cherchait l'exploit, donc il s'est repris. Donc c'est un joueur très agressif. Étienne Bacrot, c'est un très bon défenseur. Donc cette partie, c'est un petit peu l'attaque contre la défense. Et exactement, donc c'est un petit peu l'attaque contre la défense. C'est une position que Vlad connaît très très bien. Et donc voilà, donc on va suivre un petit peu. Donc D4, D5. Oui, donc ça c'est tout à fait normal, c'est symétrique, c'est une variante solide pour les Noirs. Voilà, C4, C6. La défense slave, donc l'objectif de cette défense, c'est de tenir les cases blanches au centre, a priori, côté noir, et en tout cas d'équilibrer la position. Cavalier C3, cavalier F6. E3, E6, donc c'est une défense semi-slave. Donc les Noirs, donc pour l'instant, verrouillent le centre, mais ils ont l'intention plus tard, donc comme on va le voir, de se libérer plus activement. Alors à noter un petit détail dans cette ouverture, si on revient 2 coups avant, pourquoi est-ce que les Blancs jouent E3 alors que ça enferme le fou C1 ? Eh bien c'est que sur cavalier F3, le coup qui est naturel dans cette position, eh bien, il y a pion prend C4 avec une véritable défense slave, qui est donc pas facile à... Disons que c'est une variante différente. Là, Vladislav choisit de ne pas laisser le pion en prise, donc il joue E3 en fermant volontairement son fou. Et après aussi, on arrive dans quelque chose de très théorique, très connu, la fameuse semi-slave. Cavalier F3. Cavalier BD7. Donc tout ça, c'est très connu. C'est très très connu. Donc fou D3, donc Vlad qui développe ses pièces. Il aura l'intention plus tard éventuellement de se libérer par E3, E4, mais il termine d'abord son développement. Il va roquer probablement. E3, E4, donc pour mettre une pression centrale supplémentaire. Là, D prend C4, c'est un coup responsable, a priori, D prend C4. C'est un coup responsable, donc un coup qui abandonne provisoirement le centre, puisque donc le pion D5 ne contrôle plus la case E4. Mais dans cette position, on va voir qu'après quelques coups, les Noirs vont gagner quelques temps pour développer leurs pièces. Donc là, ils en profitent pour jouer B5. Donc on peut dire que c'est une cession positionnelle, puisqu'on a donné le centre. En revanche, on va commencer à gagner du temps, donc Étienne joue dynamique dans cette position. Étienne commence par jouer dynamique, donc il commence par attaquer le fou, donc il gagne un temps sur le fou, donc les Blancs rapatrient leur fou en D3. A6, là Étienne consolide ce pion B5 pour préparer éventuellement la libération donc, du centre par C6, C5. C6, C5 qui donnerait donc, a priori si les Blancs prenaient en C5, une structure de pion symétrique, donc ça sera un succès total de l'ouverture des Noirs. Exactement, puisque les Noirs ont gagné quelques temps et maintenant ils menacent d'échanger le dernier pion au centre. Donc on voit que A6 ça défend B5 et ça permet C5. C'est un raisonnement tout simple. Donc on est encore dans les grandes lignes théoriques. On est encore dans la grande ligne théorique de cette défense semi-slave variante Méran. Exactement. Variante Méran, je crois que ça date du match Karpov-Korchnoi qui a lieu à Méran. Oui, donc à Merano, plus exactement, petit en détail Italie. Historique. Voilà, donc une variante qui a déjà pas mal d'années. E3, E4. Donc là, une remarque, Jean-Luc, les Blancs ne roquent pas.
ils ouvrent d'abord la position, alors qu'en principe, on dit faut roquer d'abord et ouvrir la position après. Oui, mais dans cette position, donc les blancs décident d'éviter peut-être d'autres lignes, donc les lignes par B4 ou d'autres possibilités. Ils veulent attaquer tout de suite le centre. Donc dans cette position, ils peuvent se libérer et roquer un coup plus tard, ça ne changerait pas grand-chose. Oui, tout à fait. On peut dire qu'ils ont quand même une avance de développement, donc c'est pas grave qu'ils aient pas roqué, puisque les noirs n'ont pas roqué non plus. Donc E3 ou 4, c'est du détail théorique, c'est-à-dire que les deux joueurs connaissent très bien cette position. Petit roc est une autre possibilité, mais Vladislav choisit E4, c'est un choix parmi un autre. Hein. C5 de Étienne. Donc là, la position prend un caractère un peu sauvage. La position donc, prend un caractère un peu sauvage. Donc là, les blancs disposent de deux réactions. Donc le coup D4, D5, donc, qui est une vieille possibilité. Je crois que Karpov jouait ce genre de coup. Oui, tout à fait. Il y a énormément de parties de Karpov. Et sur D4, D5, le vieux coup serait donc C5, C4. Donc C5, C4 et qui mène à une position compliquée. On va bien détailler, on va bien montrer ce qui se passe dans cette position. Il y a un problème concret pour l'instant, c'est que les noirs menacent vraisemblablement de jouer pion prend pion. Alors, je le refais. Pion prend pion, avec un échange au centre, suivi de fou B7, suivi d'une position qui se simplifie et qui tendrait vers l'égalité. Exactement. Donc les blancs, contre ça, ont plusieurs réactions possibles. Ils peuvent soit jouer D5, c'est-à-dire ça garde la dissymétrie dans la position, ça ne sera pas une position symétrique, soit jouer le coup de Vladislav. Donc le coup E5. Alors là, il y a eu petit problème technique. Un petit problème technique. On va en un instant récupérer la situation, Jean-Luc, si j'y arrive, puisque, alors, un petit instant, voilà. Rien, nous y revenons. Donc, ne nous emballons pas. Donc E5. Voilà, E5, le coup choisi par Vladislav. Donc alors sur E5, donc c'est simple, c'est que E5 attaque le cavalier en F6. Oui. Et ce qui se passe, c'est que le cavalier en F6 n'a pas de case naturelle. Les cases centrales étant contrôlées donc, par le cavalier C3, la case D5. Donc cavalier D5, c'est possible. C'est possible, mais ce serait mauvais, probablement à cause de cavalier prend D5. Oui. Et puis on prend, et la structure blanche serait favorable. Les blancs pourraient à n'importe quel moment, donc après un coup comme petit roc, pourraient préparer E6 ou cavalier G5 et des coups très très menaçants pour le roi noir. C'est-à-dire que ce pion en E5 en fait est un énorme problème pour les noirs, puisqu'ils ne peuvent plus remettre leur cavalier D7 en F6, la case de défense, donc le roi potentiellement d'Étienne Bacrot se retrouvait mal protégé. Et effectivement, d'un point de vue plus général, la structure du pion des blancs est plus compacte. Exactement. Donc ce n'est pas vraiment une option de jouer cavalier D5 dans cette position. Donc les noirs ont recours dans cette position à une ligne un peu plus sauvage, qui est C prend D4. C prend D4, c'est donc un coup dit intermédiaire. Un coup intermédiaire, donc le cavalier en F6 est en prise, c'est vrai, mais le cavalier en C3 est également en prise. Donc si on pion prend F6, on prendrait le cavalier en C3. Et là, donc, les blancs décident d'échanger, mais d'une manière un peu spéciale, donc en jouant cavalier prend B5. Alors, ça devient assez compliqué à expliquer avec des mots simples, donc on va montrer le coup. Cavalier prend B5, encore une fois, donc, les blancs acceptent d'échanger les pièces, puisqu'on voit que sur A prend B5, les blancs prendraient donc en F6, mais ils veulent fragiliser la structure des pions noirs à l'aile dame, puisqu'il y aurait un seul petit pion en B5. Oui, tout à fait, d'autant plus que le problème, Jean-Luc, c'est qu'après pion prend B5, pion prend F6, on ne peut pas vraiment reprendre on peut pas reprendre avec le cavalier ni avec la dame, sinon il y aurait fou prend pion B5, ça c'est problématique. Donc effectivement, ici, il ne faut pas accepter ça. Il faut jouer encore un coup dans le même ordre d'esprit. C'est-à-dire que il faudrait jouer G parle de lui-même. Il faudrait jouer donc cavalier. Il faut jouer cavalier prend E5, voilà. Donc coup encore une fois difficile à expliquer. On met un cavalier en prise volontairement, mais c'est pas grave puisqu'on a éliminé avec ça le pion qui attaquait notre autre cavalier. Et donc on se prépare à reprendre le cavalier B5 avec notre pion. Donc pour l'instant, au niveau matériel, c'est égal, et chaque camp a une pièce en prise. Voilà, donc là les blancs décident finalement de simplifier en prenant en E5. Ras-le-bol, les complications, cavalier prend cavalier. Pion prend B5. Pion prend B5. Et là les blancs refusent de prendre le pion B5 et ils jouent petit roc. Alors on va quand même expliquer, la ligne théorique, puisqu'on est encore dans la théorie, pendant très longtemps a été le coup fou prend B5. Et il y a eu un énorme débat théorique dans cette position. Un débat qui n'est probablement pas fini. Qui commence à peine. Mais on peut juste mentionner 2-3 coups. Oui, donc fou D7, cavalier prend D7, et là dame A5 échec. Voilà, on ne reprend pas, on joue dame A5 échec. On voit que donc, la dame attaque le roi en E1, la dame en A5, et elle attaque le fou en B5. Donc après, ça continue par éventuellement fou D2. Et dame prend B5. Dame prend B5. Cavalier prend F8.
K.F8. Et avec une position très compliquée. Position extrêmement compliquée. Les noirs vont perdre le droit de rock, mais c'est pas grave puisque les blancs peuvent pas rocker non plus. Bref, c'est la ligne théorique et c'est extrêmement complexe. Juste à titre informatif, on vous donne cette variante, mais Vladislav choisit autre chose. Voilà, donc ce qu'il faut savoir, c'est que donc, cette ouverture, cette défense Méran, donne lieu à de nombreux débats théoriques. C'est clair. Petit roc, on ne reprend pas en B5. En revanche, maintenant, on menace de le prendre assez méchamment, puisque les noirs n'auront plus cette contrepointe dame à 5 échecs, puisque le roi n'est plus à la case où il était avant. Oui, donc les noirs vont tout résoudre en un coup. Dame D5. Dame D5, alors un coup qui attaque le cavalier E5, qui défend le pion B5. Le pion B5, et en même temps qui construit, parce qu'on peut voir qu'après fou B7 et dame D5, on a fait une batterie qui se pointe clairement sur le roi blanc. Vers le roi blanc. Donc le coup a priori parfait, attaque, défense et construction, un beau coup de centralisation de dame. Oui, donc là, beaucoup d'atouts. Le seul petit défaut de cette position, c'est le roi noir. Le roi noir, pour l'instant, n'a pas trouvé d'abri. Donc les blancs continuent leur développement par dame 2. Parce que Étienne a un pion de plus ici. Hein. Étienne a un pion de plus. Donc, dame 2. On joue dame 2. On attaque le pion B5. Alors, on défend le cavalier E5, j'allais dire. On attaque le pion B5. On attaque le pion B5. Donc, coup qui attaque et qui défend. On fait communiquer les tours. Oui, ça construit. Ça construit, donc ça termine plus ou moins bien le développement. Et donc, on place une pièce qui pourrait être utile pour plus tard, pour l'attaque. Dame 2 donc. Fou A6. Défend. Alors, Jean-Luc, je crois que tu as contacté Vladislav Tkatchev par téléphone pour nous aider dans cette analyse. Et il a parlé de Fou A6, il a dit que Joël Lautier avait joué tour B8 dans la même position. Donc Étienne Bacrot contre Joël Lautier. Voilà. Donc Étienne Bacrot connaît très très bien cette position. Il l'a joué par équipe l'année dernière, donc lors du match Cannes-Clichy. Il a joué donc tour B8 dans cette position. Donc dans cette position-là, Étienne Bacrot avait choisi la dernière fois tour B8. Il avait gagné contre Joël Lautier. Vlad, évidemment, qui joue dans la même équipe qu'Étienne, était témoin de cette partie et était quand même assez douté quand même de la valeur de ce coup tour B8. Probablement, Vlad a dû trouver une parade à ce coup tour B8 et Étienne, fort justement, a décidé de changer de variante. Donc, fou A6, nouveauté d'Étienne pour surprendre Vlad, et en même temps parce que tour B8 n'était pas forcément le meilleur coup. Nouveauté d'Étienne, mais pas nouveauté de la théorie, puisque c'est le coup classique, c'est le coup qui est reconnu par la théorie. Donc c'est encore théorique. Ici, Vladislav Tkatchev, donc là c'est très logique ce qu'il fait maintenant dans cette position, eh bien il sort ses pièces. Il termine son développement, voilà, donc par fou G5, Vlad a un pion de moins, il faut qu'il active ses pièces le plus possible. Oui, puisqu'on sait bien qu'avec un pion de moins, si on attend et qu'on ne fait rien, eh bien on va finir par perdre. Donc il faut être très dynamique. Et là, sur quoi Vlad va baser son truc, ça va être une attaque sur le roi. Exactement. Donc là, il a développé la dernière pièce dans sa position. Et maintenant, il s'apprête à jouer le coup F2, F4, suivi de F4, F5. Le bélier. Le fameux bélier le coup du bélier. Le coup du bélier qui va être là pour déstructurer son adversaire. Il veut le déstructurer. Oui, non, mais c'est normal parce que pourquoi ? Une fois qu'on a poussé ce pion F et qu'on l'a échangé, c'est-à-dire éventuellement qu'on a pris en E6, eh bien on voit qu'on a les colonnes ouvertes, la colonne F et la colonne E, qui seront disponibles pour 2 tours blanches et braquées vers les pions faibles des noirs. Si on ajoute ça avec la diagonale B1 H7, voilà, donc fou D3 très fort. Voilà, donc ça fait beaucoup d'atouts. Énormément d'atouts, donc des compensations en perspective pour ce pion. Maintenant, bon, F4, F5 n'est pas encore joué, c'est Étienne Bacrot qui défend, donc la partie commence. La partie commence, donc fou E7. Fou E7, l'attaque contre la défense, donc fou E7, le coup de défense. Vladislav F4, voilà. Normal, le coup d'attaque. Petit roc. Petit roc. On n'a pas peur dans cette position. Là, a priori, il y a une combinaison qui paraît évidente, mais qui n'a pas été jouée. C'est le coup fou prend cavalier F6, Jean-Luc. Avec l'idée que, par exemple, sur fou prend, eh bien, on peut jouer le coup fou E4. Ça, c'est possible, qui a l'air de ramasser, en tout cas, une qualité en A8. Mais je crois que ça ne marche pas. Ça ne marche probablement pas à cause de la petite astuce dame C5. Dame C5, exactement. Dame C5, qui met donc la dame donc le roi blanc presque en échec, mais il y a un pion devant. Et maintenant, si le fou vient prendre la tour, Jean-Luc, eh bien, on ne reprend pas le fou. On joue donc... Ah oui, non, c'est pas tout à fait ça, en fait. Bon, alors Jean-Luc, je vais donc te dire la solution du problème, puisque c'était pas vraiment ça. Sur fou E4, eh bien, on joue simplement le coup dame D6. Non, je sais plus non plus. Alors, en fait, c'est une question qu'on peut se poser. Je me rappelle me l'être posée pendant la partie et avoir vu la solution. Mais là, tout de suite, je ne sais plus. Alors,
Donc la question reste ouverte sur fou prend Sur cavalier, fou que se E4, passe-t-il? voilà, sur fou E4, on peut peut-être jouer, je pense avoir trouvé, donc encore le beans en C'est direct. c'est dans l'impro. Hein. Donc sur fou E4, peut-être B5, B4. B5, B4. Voilà. Et on C'est- voit c'est que le fou l'idée- A6 attaque la tour F1 et la dame E2. L'idée était basée là-dessus, c'est-à-dire qu'après B5, B4, on voit donc il y a un doublé en fait. Il y a le fou effectivement qui attaque et la dame et la tour, mais les noirs font pareil, ils attaquent et la dame et la tour. Donc au final, ça sera un échange de pièces et ça c'est pas bon pour Vladislav puisque moins il y a de pièces, et bien plus son pion de moins va se faire sentir. Donc cette combinaison n'était pas possible. On ne peut pas jouer fou prend F6, il faut continuer l'attaque. On peut jouer F4, F5, mais Vladislav a trouvé autre chose, quelque chose de plus punchy peut-être. Oui, donc on peut jouer F4, F5, mais dans cette position, ça risquerait peut-être d'ouvrir les lignes avantageusement au noir, qui pourrait peut-être prendre en F5 et amener une tour sur la colonne E. Oui. Donc là, Vlad amène une tour, il joue tour F3, et cette tour F3 sur la troisième rangée aura une action très désagréable, puisqu'elle a la possibilité d'aller sur la case G3 et la case H3. Deux possibilités pour la tour, Deux cases qui sont braquées en face du roc noir. Et directement orientées vers le roc noir. C'est très très menaçant comme manœuvre. Clairement. Donc ici, après tour F3, eh bien, Étienne, le roi de la défense, joue fou B7, donc en fait il recentre un peu ses pièces. Maintenant que le fou D3 peut plus prendre le pion B5 avec échec en tout cas, eh bien il est temps de se remettre, de replacer le fou A6, puisque ça a plusieurs avantages. Hein. Déjà ça fait la batterie dame tour vers le pion G2, et en même temps ça ouvre la tour A8 vers le pion A2. Et ça évite aussi fou prend F6 suivi de fou E4, qui maintenant est possible. Ça évite également fou prend F6 suivi de fou A4. Vlad, il ne se laisse pas dévier par cette histoire de pion B5. Il joue tour G3, très logique. Ça va directement sur le roi, Jean-Luc. Oui, Vlad, donc, qui avait perdu ses 3 dernières parties, je crois, a l'intention de faire quelque chose d'extraordinaire dans cette partie. Bah là, il en a marre, Vlad. Il vient de prendre 3 défaites consécutives. Il a envie de se refaire. C'est logique, puisqu'il a 2700 points. Il fait partie des meilleurs joueurs de ce tournoi. Il n'y a aucune raison qu'il n'arrive pas à gagner de partie. Il joue donc tour G3. Il commence à y avoir une concentration de pièces blanches qui devient assez sympathique et qui va pas tarder à exploser. Alors on va le voir après peut-être un coup donc d'Étienne Bacrot qui sent pas vraiment venir le danger. Tour FC8, on n'a pas l'impression que ça soit un coup de défense. C'est quand même un coup de défense, puisqu'on constate que dans cette position, quand même, Étienne, donc dans ce type de position, quand le roi noir est extrêmement menacé, c'est toujours utile de garder quelques cases de fuite. Donc là, le roi noir envisage une fuite en avant. Le roi noir envisage éventuellement une fuite en avant. C'est quelque chose de très important dans ce type de position. Et alors d'ailleurs là, combinaison du jour, hein, donc entraînez votre intuition. Voilà, donc petite pause tactique. Alors 5, 4, 3, 2, 1, 1. fou prend H7. Voilà, Fou donc prend H7, donc le fameux coup, le fameux fou prend H7, un coup d'attaque récurrent, Jean-Luc. voilà, donc fou prend H7. On constate que le cavalier F6 ne peut pas prendre le fou en H7 tout simplement parce que le fou en E7 serait pris. Oui, tout à fait, donc ça serait donc un échange de pièces. Et que sur roi prend H7, les blancs, Ça va vous montrer, les parce blancs que vont c'est terminer, important. vont gagner très très facilement en jouant fou prend F6, Fou prend F6. fou prend F6. Donc là, on a éliminé le fameux cavalier de défense, hein, souvenez-vous, c'est toujours ce cavalier qui est la pièce qui défend extrêmement bien. Donc après fou prend fou, il y a il y a mat en quelques coups. Là, Mac attend Jean-Luc, quelques coups en jouant dame H5 échec suivi de roi G8 et Roi dame G8. prend F7 échec. Dame prend F7 échec, Roi et H8 roi H8 ou et roi tour H7. H3. Tour H3, c'est terminé. On voit qu'avec la tour et la dame, eh bien, on donne le mat. Une première variante qui démontre bien que la position blanche peut se déplier comme un ressort. Donc après fou prend H7, Étienne joue le coup logique, Roi F8. roi F8, ça c'est normal. Donc Étienne s'en va, c'est ce qu'on avait prévu tout à l'heure. Pour l'instant, il pense que ce n'est pas si grave parce que comme ces tours sont placées sur des colonnes ouvertes, il a des pièces assez actives, donc il pense que ce n'est peut-être pas si grave que les noirs ne vont pas trouver la solution. Mais là, Vlad donc, a joué un coup dont il n'est pas sûr de la justesse, c'est ce qu'il m'a dit par téléphone, mais qui est très très intéressant et qui est encore très très spectacle, c'est fou H6. Alors, ce coup est curieux, mais à noter quand même, si on revient dans la position précédente, on voit que ce fou G5, eh bien, on ne sait plus trop ce qu'il fait. S'il prend F6, il y a fou prend cavalier, et la position noire sera très solide, donc il a envie de replacer son fou, et il le met en H6. Alors, ça crée, Jean-Luc, tout de suite une menace directe, on veut prendre le pion G7, soit avec le fou, soit avec la tour. Ça, c'est inacceptable pour Étienne. Il n'a pas d'autre choix que de dire à Vlad, eh bien, écoute, je prends ton fou, qu'est-ce que tu as vu ? Voilà, qu'est-ce que tu as vu? Et là, Vlad a vu probablement le plus beau coup de la partie.
Le plus beau coup de la partie, de c'est loin vrai. le plus beau coup de la partie. Donc là, on va vous laisser 3 secondes. Donc, Donc 3, 3, 2, 1. 1. Dame Boum. H5. Dame H5. Dame H5 met la dame en prise, Jean-Luc, mais ça on verra que c'est pas trop grave. Et menace en même temps Dame prend F7, échec et mat. Voilà, donc une menace incroyable. Donc sur cavalier prend dame, tour G8, échec et mat. Donc là, on va le montrer. Cavalier prend dame est une possibilité, mais il y a tour G8 mat. Tout simplement, on voit que le roi ne peut plus s'en aller, il est enfermé, donc c'est le mat en 1 qu'on aime bien. Dame H5, la dame est en prise mais ne peut pas être prise. Donc encore une fois, Étienne doit prendre sa valise et s'en aller. Il joue roi E8 dans cette position. Alors, roi 8, pour l'instant, Étienne a quand même une pièce de plus. Donc, si l'attaque de Vlad ne marche pas, eh bien Étienne va gagner. Roi 8, dame prend F7, échec. Et roi D8. Roi D8. Tout ça, c'est forcé pour Étienne Bacrot. Maintenant, il faut que Vlad continue son attaque. Donc Vlad va faire intervenir sa tour G3. Donc elle défend G2, mais elle peut aussi attaquer donc, le fou en E7, donc, en se plaçant sur la case G7. Alors, quand tu dis que la tour défend G2 depuis G3, aussi depuis G7, hein, c'est très important puisqu'on voit que les noirs ont un duo fou-dame et que si le pion n'est pas défendu, eh bien c'est dame prend G2 mat. Voilà. Baiser de la mort, direct. Et dans cette position, Étienne Bacrot a fait l'erreur. Il a fait l'erreur qui lui a coûté donc, la partie. Il aurait pu continuer la partie en jouant le coup dame D5, D6. Oui, ce coup-là. Dame D5, D6. La dame en D6 défend le fou en E7 et défend le pion E6. Au lieu de ce coup, Étienne a joué dame C5. Oui, alors, donc ce que ça change, c'est que ce coup, donc défend le fou E7, ça c'était la priorité des noirs, mais ne défend pas le pion E6. Voilà, donc la position est extrêmement compliquée et Étienne s'est trompé, il n'a pas joué le meilleur coup et après... À noter qu'il y a une menace quand même assez vicieuse d'Étienne Bacrot ici, hein. C'est que si Vladislav joue un coup anodin, par exemple dame prend E6, on va quand même le mentionner, eh bien, je crois qu'il y a mat en quelques coups, Jean-Luc, si je ne dis pas d'erreur, avec D3. Donc D4, D3 qui est très très fort, évidemment. Le roi doit venir en F1 dans cette position, ce n'est pas encore mat, mais... Oui, il doit venir en F1, puisque s'il vient sur la case H1, eh bien nous avons le mat du couloir avec dame C1 mat. Donc en revanche, si le roi vient sur la case F1, là il y a beaucoup de possibilités, mais notamment le coup fou D5, qui va donc consolider la défense autour du roi noir, qui va permettre donc à Étienne normalement, a priori, de s'en sortir. Mais Vlad a trouvé mieux parce qu'il ne veut pas en fait laisser son roi partir comme ça du mauvais côté entre guillemets, puisque là le roi n'est pas du bon côté, il est vraiment dans le vent. Oui, et puis il ne veut pas laisser donc, ce pion D, puisque là aussi il fout D5 ou aussi D3, D2 et le pion avancerait très très dangereusement. Donc Vlad décide, puisque la menace de Vlad, une des menaces de Vlad, c'est de piquer le fou E7 par cavalier E5, E5 G6. Ah, ça c'est une menace. C'est une menace très importante puisque le fou E7 ne peut pas quitter cette case puisqu'il défend le cavalier en F6. Oui, on voit que les pièces noires sont imbriquées les unes dans les autres. Et il ne peut pas aussi quitter cette place puisque la tour en G7 contrôle la 7e rangée, la fameuse 7e rangée. Oui, très importante. Et ce qui laisserait donc au blanc de nombreuses possibilités pour mater le roi noir. Oui, tout à fait. Donc il joue H3. Un petit coup. Un petit coup, il a une pièce de moins, c'est vrai, mais dans cette position, les noirs ne peuvent pas réagir utilement et il va placer tout simplement son roi en H2, en sécurité. D'accord, donc en fait c'est un réflexe, il s'est arrêté net dans son attaque, il s'est dit je mets mon roi en sécurité d'abord et ensuite je poursuis mon attaque qui finalement va être imparable. Exactement. C'est quand même curieux. C'est un coup d'une extrême lucidité, on peut le dire, puisque dans cette position, il faut avoir confiance dans son jeu de pièces pour décider de temporiser, puisqu'on a du matériel en moins. Alors temporiser, ça veut dire prendre son temps. Prendre son temps, temporiser tout simplement, prendre son temps, savoir que le matériel peut revenir plus tard, ce n'est pas le plus important. Tour prend pion A2, coup de Étienne. Une petite tactique pour essayer de faire diversion, puisque après tour prend A2, Étienne ferait probablement dame C1 échec. Ça n'a pas été joué ce coup. Ça n'a pas été joué. Il ferait probablement dame C1 échec et le roi en H2 n'aurait plus d'abri puisque la dame C1 pourrait prendre le pion en F4. C'est-à-dire que si le roi vient soit en F2, soit en H2, la dame C1 vient prendre le pion F4, faisant échec au roi, où qu'il soit. Et ensuite, on peut ramasser. Qu'est-ce qu'on peut faire après, on va tout simplement mater le roi. On va mater le roi puisqu'on va descendre la tour. Voilà, exactement. La tour va intervenir. On aura dame et tour en attaque et ça fait pas de cadeau puisqu'il y a aussi le fou B7 qui garde un œil toujours sur cette position. Donc ici, il y a mat rapide, très clairement. Donc tour prend A2.
point de tactique d'Étienne Bacrot, qui au passage crée une menace, il menace de jouer tour prend tour, donc il ramasse un pion et il fait une menace. Ça a l'air d'être un coup assez fort. Ça a l'air d'être un coup assez fort, mais Vlad joue encore un coup extrêmement lucide, c'est tour D1. Il prend son temps vraiment, décidément c'est une attaque persistante qui a l'air irrésistible. Oui, tout à fait, dans cette position, donc Vlad, il prend son temps, là il a plusieurs menaces directes, il menace éventuellement donc dame, il menace tour prend D4 échec. Tour prend D4 échec, je ne crois pas Jean-Luc, puisqu'il aurait dame prend tour D4 Oui. contre échec. Donc il ne menace pas tout à fait ça, il menace cavalier G6. Il menace cavalier G6, dame prend E6. Il menace également, donc on va rappeler les menaces des blancs dans cette position. Si on y arrive, ça paraît pas gagné. Ah non, on n'y arrive pas, voilà. Le cavalier E5 menace de venir en G6, attaquant le fou E7 et ramassant le fou E7. Autre menace, Jean-Luc, donc tu l'as dit, la dame en F7 menace de prendre le pion en E6 avec des menaces à venir. Avec des menaces à venir. Des grosses menaces à venir. Avec, oui, avec plein de très très fortes menaces. Ça, c'est les deux menaces principales des blancs. À noter que donc elles peuvent être évitées. D'ailleurs, Étienne évite le coup dame prend E6. Oui, Étienne évite le coup dame prend E6, il joue donc dame D6 dans cette position. Mais malheureusement, cavalier G6. Là, cavalier G6, c'est un coup qui fait mal. C'est un coup qui fait mal. Et Étienne ne peut pas bouger son fou E7, comme on l'a précisé tout à l'heure. Donc alors, est-ce qu'on peut dire que dame D6, c'est la gaffe, la véritable gaffe? Puisqu'on a vu qu'une première fois, donc la première fois qu'Étienne a joué dame D6, non, il aurait dû jouer dame D6, mais il a joué dame C5. Est-ce que là, ce coup dame D6, quand même, a l'air perdant? Pourquoi? Parce qu'il ne part pas cette menace qui est G6 de Vladislav Tkatchev. Et après qu'il y ait G6, là, on pense qu'il est à ce moment-là vraiment perdant, Étienne. C'est vrai, mais quoi faire d'autre? Dans cette position, on peut imaginer beaucoup de défense quand même. On peut imaginer par exemple tour prend B2, mais sur tour prend B2, il y a un gros problème. C'est tout simplement le coup cavalier E5 D3. Donc tour prend B2, c'est une possibilité. Cavalier E5 en D3. Fourchette. Fourchette. Voilà, donc le cavalier en D3 qui attaque la dame en C5 et la tour en B2. A noter que quand le cavalier prendra la tour B2, il défendra la tour D1. Ça c'est important puisque ça évite un coup comme dame C2. Et dame C2 qui ne serait pas possible à cause de dame prend E7, échec et mat aussi. Dame prend E7, échec et mat. Alors effectivement. Donc en fait, on vient déstabiliser cette dame, on va ramasser vraisemblablement la tour B2. Donc ici, c'est terminé. Voilà. C'est terminé, ça va très vite. Hein. Ça va très vite. Donc tour prend B2 n'est pas vraiment possible dans cette position. Il faut trouver un autre coup de défense et peut-être que Étienne Bacrot s'est effondré tout simplement dans cette position. Peut-être que les défenses sont très dures à trouver. En tout cas, d'après Vlad, donc, cette position est déjà gagnante pour les Blancs. Oui, d'après Vlad, donc, l'erreur a déjà été faite. Les Noirs n'ont pas de défense, dans cette position. Alors, ça paraît toujours un petit peu magique quand même de dire, voilà, le joueur a sacrifié une pièce, il a fait ses échecs, après il a rien fait, c'est-à-dire qu'il a mis son roi en sécurité, il a ramené sa tour en jeu, et le joueur avec une pièce de plus n'a rien pu faire. Quand même un peu curieux. Alors, est-ce qu'il y a un fondement positionnel énorme dans cette attaque ? Évidemment, il y a un fondement positionnel. On voit donc deux pièces blanches qui sont placées sur la 7e rangée. Donc c'est la tour et la dame, évidemment. Un cavalier en avant-poste sur la case E5. Une tour D sur une colonne ouverte en face du roi. Voilà, donc on va. Oui, c'est vrai qu'il y a une masse. Il y a une masse. On va faire donc le bilan donc, et un roi blanc qui est plus ou moins à l'abri. Oui, tout à fait. Donc, par opposition aux pièces noires, qui justement sont quand même beaucoup moins bien placées. Par opposition aux pièces noires et par opposition au roi noir. Le roi noir qui est dans le vent, les pièces noires qui ont du mal à se défendre, on voit que le fou B7 est en prise, c'est-à-dire qu'il n'est pas défendu que... Donc il y a ça, que le cavalier F6 pareil, il est en prise, défendu uniquement par le fou E7, qui lui-même est en prise. Bref, l'un dans l'autre, eh bien, on n'arrive pas vraiment à s'y retrouver dans cette position. Les noirs n'ont plus vraiment de défense. Donc c'est une combinaison que Vladislav a commencé en fait en jouant fou prend H7 et fou H6. C'est vraiment fou H6 le coup déterminant. Oui, donc Vlad a commencé cette combinaison en jouant fou prend H7 et fou H6, puisqu'il n'était pas obligé de jouer fou H6. Tout à fait. Donc là, on va voir quand même la conclusion après dame D6. Cavalier G6, attaque le fou E7, pointé ici en rouge. Cavalier G6 qui était la menace principale, puisque je pense que si Étienne avait joué d'autres coups que dame D6, Vlad aurait probablement joué cavalier G6. Quand même. Tour prend B2. Donc ça, c'est une tentative de défense d'Étienne, mais il sait bien que quand il redonne sa pièce, c'est-à-dire après cavalier prend E7, il y a égalité matérielle, eh bien, il n'y a plus trop d'illusions à se faire. Tour prend G2, tentative un peu désespérée. Le seul coup, finalement, puisque les blancs menacent de mater en quelques coups. Oui,
Alors, une menace dame prend F6, quoi. Il menace dame prend F6, il menace dame F8 avec un échec à la découverte brutal. Oui. Il menace énormément de choses. Je crois que cette position, ça se passe pratiquement de on peut commentaires. donner une petite variante marrante, ce serait sur un coup comme B4 ou un coup sans intérêt, il y aurait par exemple dame F8 échec, Dame une F8 jolie échec, variante, oui. cavalier E8 seul coup. Cavalier 8 forcé. Et là, dans cette position, il y aurait Probablement le coup Jean-Luc cavalier C6. Je pense que c'est ce que tu avais voulu dire, qui a l'air extrêmement puissant, tout simplement. non. Non. On peut jouer peut-être tout simplement fou. Oui, donc ta variante finalement elle est pas si claire que ça. Je pense que tu t'es un petit peu. Non, ça y est, j'ai trouvé. Donc, on peut trouver peut-être le coup cavalier F5, Cavalier F5. qui ne marche pas du tout. Non. Alors non, on va se calmer. On va- Sur le coup B4, il y a simplement Jean-Luc, sans aller chercher plus loin, dame Ouais. prend cavalier F6, qui ramasse une pièce et gagne la partie. Ouais, c'est vrai que j'ai voulu sacrifier, j'ai voulu faire quelque chose de joli. Mais Ouais, c'est ton esprit un petit peu. Tu joues comme ça à tes parties. Tu mais cherches le coup le plus fou. c'est exactement ce que. Enfin, disons que j'ai eu Vlad au téléphone tout à l'heure et il m'a dit que bon, il n'a pas trouvé de solution dans ce tournoi et il a essayé de jouer un petit peu dans mon style dans cette partie et ça a bien marché, tant mieux pour lui. Donc Vladislav imite Jean-Luc Chabanon. C'est du grand jeu. Ça Tour fait prend plaisir. G2, défense d'Étienne Bacrot. Tour prend tour. Fou prend. Donc ça c'est logique. Étienne poursuit son idée. Il essaie d'aller en finale en fait en limitant la casse. Dame prend F6. Vladislav a une pièce de plus. Son roi toujours en sécurité. Donc ici on peut vraiment dire que c'est terminé. Dame prend E7. Dame prend dame. À noter qu'il ne faut pas jouer Jean-Luc tour prend D4 qui a l'air de gagner tout de suite puisque le fou G2 qui était en prise reviendrait sur la case D5. Je l'avais vu. C'est important. Donc dame prend E7. Roi prend. Et maintenant roi prend G2. Donc cette finale est techniquement gagnante. C'est une finale techniquement gagnante. En général, quand un fou joue une finale contre deux pions, ça peut être nul si les pions sont liés. Là, on voit que la structure des noirs est catastrophique. Oui, tous les pions sont faibles. Tous les pions sont parsemés donc, sur cet échiquier et les noirs ne vont pas pouvoir tenir très très longtemps. Alors on va voir qu'Étienne a trouvé une ressource quand même, il a trouvé un piège dans cette position. On va le montrer parce que c'est assez instructif. Tour C4, fou D3 attaque la tour. Tour C5, on défend nos pions. Roi F3, très logique en finale, il faut monter le roi au centre, c'est tout à fait normal. Tour H5, fou F1, défend le pion H3. Tour D5, roi E4. On va prendre le pion D4, mais Étienne joue roi F6, il donne le pion, de toute façon il ne pouvait pas vraiment le défendre. Et il semblerait ici, Jean-Luc, que sur tour prend D4, ça soit nul immédiatement. Alors on va quand même commenter ça. Si les blancs jouent ce coup qui semble être une énorme faute, il y a tour prend tour, roi prend, et roi F5. Et oui. maintenant, Donc après roi E3, donc il y a donc le coup. ça ne marche pas quand même. Ça ne marche toujours Mais pas. enfin, l'idée c'est E5, et si on échange les pions E et F, eh bien le pion H3 plus le fou F1 contre rien pour les noirs, c'est nul. Voilà. Parce que le fou F1 étant sur case blanche, la case de promotion du pion tour étant de case noire, fou plus pion tour, ça ne passe pas, c'est nul. Alors ici, pourquoi on dit que c'est faux? Eh bien tout simplement, en fait, c'était un faux piège d'Étienne Bacrot. Il y a le coup fou D3 échec, et sur roi bouge, on n'échange plus les pions à tout prix, on joue le coup F4, F5. Donc c'est même pas vraiment un piège, mais Étienne Bacrot était un peu désespéré. Il voulait vraiment marquer ce point, on le verra d'ailleurs tout à l'heure dans Chess People. Et donc, ça n'a pas suffi. Tour B1, D3, donc là c'est terminé. Il commence à donner les pions, il va tous les perdre de toute façon. Fou prend D3. Tour H5. Fou F1, on revient. Vlad, là, il mange tout. Là, c'est le nettoyeur. E5, il essaie désespérément d'échanger le pion E contre le pion F. Mais après tour prend B5, il y a un clouage. Voilà, on ne peut pas prendre le pion. Tour H4. Tour B6, échec. Le roi doit partir. Et le roi va prendre le pion E5. Le roi va prendre le pion E5. Donc ici, Vladislav, on voit que dans cette finale, les pions noirs étaient tellement faibles qu'il les a tous pris sans en perdre un seul. Oui, c'était assez prévisible. Assez prévisible. Donc très belle partie de Vladislav Tkachev qui s'est bien réveillé, qui est bien revenu. Et donc tout de suite, on va en savoir plus sur Vladislav dans la fameuse rubrique, Jean-Luc, que tu affectionnes. C'est ta rubrique, c'est Chess People. Tout de suite, c'est maintenant. Je la mets.
Chess People, tout de suite, alors tout sur la vie des stars de l'échiquier, notamment Jean-Luc au tournoi de Enghien. Et oui, tout à fait. Donc un tournoi de Enghien plein de surprises. On a appris énormément de choses dans ce tournoi. Donc là, tu t'es habillé en rocker, c'est spécialement pour la rubrique. Oui, tout à fait, oui. D'accord. Une grande nouveauté, oui. Donc un rocker fou, puisque les joueurs semblaient assez décontractés dans ce tournoi. Alors on va faire un petit bilan de tout ce qui s'est passé pendant ce tournoi. Donc Christian, donc le joueur malchanceux, Christian Bauer, donc a été très très malchanceux, mais il avait quand même la chance d'être réconforté par sa petite amie et son petit bébé, donc qui a 1 mois et qui braillait donc à côté de la salle du tournoi. Donc toute la famille est venue en fait soutenir Christian Bauer dans ce Toute tournoi. la famille est venue soutenir Christian Bauer. Il y avait même Laurent Fraissinet qui était là pour tenir le biberon, je pour crois. tenir le biberon du bébé. Donc Laurent Fraissinet. On a vu Laurent Fraissinet en future maman. En future maman, voilà. Donc en ce qui concerne le tournoi aussi, il y a eu 2 matchs en dehors du tournoi. Donc 2 matchs qui se sont joués. Il y a eu le match Fraissinet contre Bacro. Un match resto, donc les joueurs qui ont fait des paris sur le tournoi, qui ont parié des restaurants sur des victoires éventuelles de l'un, de l'autre. Donc, je crois que c'est Laurent Fraissinet d'ailleurs qui s'en est sorti victorieux, puisque si j'ai bien compris, il devrait être invité 4 fois au restaurant par Étienne Bacro au vu des résultats finaux du tournoi. Ouais, Laurent Fraissinet est sorti vainqueur de ce match. C'est une compensation. Il fait 4 sur 9, il fait moins bien qu'Étienne, mais il a quand même gagné le match resto. Et pas mal. Il y avait aussi le match Laurent contre Joël Lautier, un match incroyable puisque les joueurs pour la journée de repos ont décidé de jouer sur PlayStation. PlayStation, donc Laurent Fraissinet est très joueur, on le savait, Joël Lautier finalement l'est aussi, donc ils ont joué sur PlayStation à un jeu de simulation de voiture. Et alors Laurent a été très surpris, je me rappelle, puisqu'il a dit Joël Lautier incroyable, au début il avait beaucoup de mal et il a progressé très très vite. Oui, Lautier qui apprend très très vite et qui n'avait pas envie d'arrêter la partie puisqu'ils ont joué jusqu'à 5h du matin. La vie des stars. Voilà, la vie des stars. En ce qui concerne notre Playboy national, Vlad, on peut dire que c'était pas la grande forme pour ce tournoi puisque on peut dire qu'il a peut-être un peu trop usé de ses charmes. C'est possible, en tout cas on a vu un Vladislav fatigué. Très très fatigué sur ce tournoi. Sur ce tournoi, début de tournoi c'était sérieux, il allait courir tous les matins, et ensuite à partir de la première défaite, c'était plus tout à fait ça. Voilà, c'était plus tout à fait ça, et c'était vraiment incroyable. Alors pour conclure Jean-Luc, on a fait un petit montage d'une soirée sympathique passée avec les joueurs d'échecs, donc je pense qu'on va l'envoyer et on va le commenter en même temps que les images passent. Voilà, donc là vous voyez, il s'agit d'Étienne Bacro qui vient de rater un coup sur le billard, et là c'est Laurent Fraissinet, c'est son adversaire. Laurent Fraissinet, très très concentré. On a vu la petite amie d'Étienne dans le fond. Donc les joueurs s'amusent, ils n'arrêtent pas de jouer en fait. Laurent Fraissinet, c'est le joueur. Et là, il faut qu'il mette la 8. Laurent Fraissinet, il est très concentré. Et il loupe la 8, c'est incroyable. Laurent Fraissinet, là, il loupe la 8. Il est déprimé alors qu'Étienne Bacro rigole. Ils sont vraiment détendus. Donc ça, c'est après une partie. Alors, Étienne Bacro acrobatique. Tout ça dans une tentative. On peut quand même constater que les joueurs sont quand même beaucoup moins forts que Michael Adams, qui lui était un virtuose du billard. C'est vrai, là on se croirait un petit peu dans La couleur de l'argent avec Paul Newman, sauf que c'est Laurent Fraissinet qui met la boule numéro 6, Jean-Luc, avec beaucoup de facilité. Voilà, encore Laurent. Ah, Étienne Bacro, voilà, pour le point final. C'est la dernière boule, il ne reste plus que les boules blanches et noires sur le billard. Laurent Fraissinet, même configuration. Il a juste et voilà. Et c'était la victoire. Et voilà, il l'a eu. Donc Laurent Fraissinet, toujours très expressif quand il gagne. Laurent Fraissinet, Étienne Bacro. Match resto, match échec et match billard. Vraiment, décidément, ça n'arrête pas de jouer. Voilà. Laurent, super content. Il est extrêmement content, Laurent Fraissinet. Voilà. Donc voilà la rubrique Laurent Fraissinet. Je crois qu'il y a aussi Garry Kasparov qui va jouer contre Terence Chapman, le match ce week-end. Voilà, un match qui va bientôt commencer. Donc Garry Kasparov, qui comme on l'a précisé la semaine dernière, va donner 2 pions. Il va donner 2 pions à Terence Chapman. Et un petit peu sur toutes les cases de l'échiquier. Ça va changer en fonction des parties. On vous en dira plus sur ce match de Charité la semaine prochaine. Alors maintenant, nous allons conclure cette émission avec les news en bref, actualité dans le reste du monde, comme chez Moustique. Donc Dos Hermanas, le super tournoi en Espagne qui commence. Jean-Luc, tu connais ce tournoi un petit peu, c'est traditionnel et c'est espagnol.
C'est un très très fort tournoi. Je crois d'ailleurs qu'il y a un jeune espoir russe, Radjabov, qui joue ce tournoi. Oui, il est très jeune, il a 13 ans, c'est un des plus jeunes grands maîtres du monde. Donc le tournoi Dos Hermanas fait partie des grands classiques du circuit espagnol. On va donc citer les joueurs. Almazy Radjabov, Almazy qui est le jeune joueur hongrois. Il y a Ilias Mirin, Krasenkov, Vallejo, jeune star espagnol également, Sokolov, Dreyev, Azmaj-Parashvili, Gurevich et Iliescas, le numéro 1 espagnol. Tout ça au tournoi de Dos Hermanas, ça vient de commencer. Et tout de suite, le petit Temur Radjabov, Jean-Luc, fait des émules puisqu'il a battu Krasenkov. Oui, il vient de battre Krasenkov, un joueur expérimenté qui était arrivé en quart de finale au championnat du monde de Groningen il y a quelques années. C'est la révélation puisque ce jeune joueur n'a que 15 ans. C'est un jeune. Qui en veut, Radjabov? Red Bus Knockout Tournament, comme tous les ans, eh bien, les Anglais organisent un tournoi KO à élimination directe. Et comme tous les ans, serait-on tenté de dire, c'est le favori qui l'emporte, Michael Adams, toujours là Michael. Michael qui fait son grand retour depuis la Coupe du Monde où il avait échoué malheureusement contre la ravissante Judith. Contre la ravissante Judith, championnat du monde, donc Coupe du monde de Cannes, partie rapide. Adams a gagné la finale 2-0 en battant donc en finale le très bon joueur anglais, très fort joueur d'Open, Julian Hodgson. Dernière info, Jean-Luc, c'est la polémique actuelle entre Garry Kasparov, Anatoly Karpov et Vladimir Kramnik qui envoient une lettre ouverte à la FIDE, donc Fédération internationale des échecs, pour leur signifier qu'ils ne sont pas d'accord avec la nouvelle cadence prévue par la FIDE. Et oui, les 3 cas qui ne sont pas contents. Donc, avec un cas. Et oui, ils ne sont pas contents avec un cas puisque la FIDE a changé les règlements, ça change régulièrement et ils ont donné une lettre ouverte. Peut-être que la formule actuelle déjà ne plaît pas à tout le monde et donc tous ces changements récents seraient contre leur politique, mais c'est pour le spectacle que la FIDE donc veut raccourcir la cadence, on le rappelle, mais les joueurs ne sont pas spécialement pour, ils sont même plutôt contre. On sait que les échecs ça se joue avec beaucoup de réflexion. Voilà donc c'est la fin de cette émission, je vous remercie de l'avoir suivi. La semaine prochaine évidemment tournoi de Dos Hermanas à la loupe. Jean-Luc, on se donne rendez-vous la semaine prochaine et on vous quitte sur une touche de bonne humeur. Allez, générique. Bonsoir à tous et bienvenue sur Diagonale avec ce soir Stéphane Laborde. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Éloi. Alors un plateau de rêve ce soir, c'est pas tous les jours qu'on reçoit autant de grands maîtres sur la table. Beaucoup de joueurs et pourquoi? Eh bien tout simplement c'est le Grand Prix du Sénat qui va commencer dès demain. Donc Grand Prix du Sénat, grand joueur évidemment. Nous avons donc 4 joueurs d'exception ici. D'exception, on va commencer par les présenteurs. Je vais commencer à ma gauche par Christian Bauer. Bonsoir Christian. Bonsoir Stéphane. Alors Christian Bauer, champion de France, en quelle année? 96 je crois. 96, oui. Et aussi participant dernièrement à la Coupe du Monde rapide de Cannes. Voilà, c'était vers le 20 mars. Et donc bon, j'étais très content de participer à cette coupe et bon, j'essaierai de faire un meilleur résultat qu'à Cannes. Donc Christian qui avait représenté la France notamment aux dernières Olympiades où tu tenais le premier échiquier. Oui, à Istanbul, c'était aussi une très bonne expérience. Donc joueur quand même assez habitué au semi-rapide puisque je crois que tu as joué déjà à Bordeaux. Donc déjà un premier tournoi semi-rapide en élimination directe. Également donc la Coupe du Monde de partie rapide à Cannes qui est une excellente expérience. Et là encore le Grand Prix du Sénat. Voilà, oui, j'avais aussi fait des semi-rapides assez forts au dernier zonal à Mondariz qui déterminait éventuellement une place pour être qualifié pour le championnat du monde.
Voilà donc pour Christian Bauer. Alors à sa droite, nous avons le joueur mythique, le très très grand joueur, fantastique, champion du monde de 1969 à 1972. On a le plaisir de recevoir ce soir Monsieur Boris Pasky. Bonsoir. Bonsoir. Alors Boris Pasky, déjà, donc je te coupe Éloi, finaliste l'an dernier contre Alexei Chirov. Oui, c'est vrai. C'est un bon souvenir? Yeah. No, pas très bon souvenir. Because no, I mean that Alexei Shirov won the first game, and after that, I think the match practically was over. No, there was some sort of fight in the second game. Yes. Yes. oui, alors donc Boris, Maybe I had even some chances to equalize the score, but I couldn't succeed it. voilà, Boris dit qu'au Grand Prix du Sénat de l'année dernière, donc il avait joué contre Chirov en finale, donc après avoir éliminé Arnaud Auchard en demi-finale. Et là, c'était très difficile dans la mesure où il a perdu la première partie. Et dans la deuxième, on se rappelle donc qu'il avait eu des chances de revenir avec un système hippopotame, un système un Something peu like souple. Et donc finalement, ça n'avait pas eu lieu. Donc Boris, là, on peut dire que vous revenez un petit peu à la compétition, puisque vous avez joué le tournoi de Korchnoi. Et Oui, vous c'est avez vrai. plutôt Oui, fait un oui. bon résultat, puisque vous êtes arrivé à vous qualifier en quart de finale. Et là, joué contre Nigel Short. Yeah, I played some interesting games there. Yeah. No, but anyway, I'm not very ambitious, so I think I'm not dangerous for anybody. Yeah, I'm just a very honest, retired person. Yeah. Alors, Boris dit qu'il est un peu retiré, mais enfin, ça, c'est ce qu'on verra dans les parties à venir. En tout cas, donc, ça va être des très très beaux matchs, on l'espère. Nouveau joueur, mais on le connaît déjà. Il s'agit du numéro 1 français depuis plus de 10 ans. Champion du monde junior en 88, ça fait un bout de temps. Second au tournoi d'Anguin-les-Bains et Il serait temps de remettre à jour ta fiche là. restant joueur de la Coupe du Monde de Cannes, c'est Joël Lautier. Bonsoir Joël. Bonsoir Loa, bonsoir Stéphane. Donc figure emblématique des échecs français depuis longtemps déjà. Tu as joué le Grand Prix du Sénat l'année dernière et ça s'est pas très bien passé. Bon, c'est à peu près le même scénario que pour Boris, sauf que bon, j'avais fait nul la première partie contre Chirov avec les Nords, ce qui était un bon départ. Et puis ensuite dans la deuxième, avec les Blancs, j'ai pris des risques pour gagner bien sûr. Et dans les complications, disons qu'il y a quelque chose que j'avais manqué. Et bon, il a réussi à gagner la partie, mais bon, j'en ai pas un mauvais souvenir. Et puis j'avais fait un deuxième match ensuite contre Arnaud Auchard que j'avais réussi à gagner. Donc dans l'ensemble, c'était pas trop mal. Pas trop mal. Donc là, en ce moment, donc tu viens de jouer la finale du championnat de France par équipe pour le club de Clichy. Bon résultat? Non, pas vraiment, parce que l'équipe partait largement favorite avant la phase finale. On avait gagné tous les matchs. On était la seule équipe à avoir le maximum de points. Et on avait 2 matchs critiques contre Cannes d'abord et contre Monaco ensuite. Et on les a perdus tous les 2 d'un point. Donc bien sûr, on est déçus. Enfin, bon, ceci dit, c'est peut-être pas si mal qu'il y ait un peu de changement en haut. Quand on voit une nouvelle équipe championne de France, ça relance l'intérêt du championnat. Et donc ton score individuel? J'avais fait 3 sur 4 en phase finale. 3 sur 4, pas mal. Donc Joël Lautier plutôt en forme. Donc ici, le plus gros classement de ce tournoi, peut-être donc favori quand même, Stéphane. Oui, mais Joël Lautier est favori sur le papier en tout cas, au vu du classement. Mais bon, on peut dire que les joueurs se tiennent tous dans une fourchette de 50 points à peu près. Donc ça veut dire que les matchs devraient quand même être assez équilibrés. C'est clair. Dernier joueur de ce tournoi, mais pas le moindre. Enfin, il s'agit quand même du plus jeune, un petit peu la mascotte de Diagonale, Laurent Fressinet. Bonsoir Laurent. Bonsoir Éloi, bonsoir Stéphane. Donc grand maître depuis déjà 2 ans. Tu as seulement 19 ans. Tu as nombreux titres chez les jeunes, donc vice-champion du monde cadet. Tout à fait, en 99. Il y en a eu d'autres? Oui, il y a eu vice-champion du monde Benjamin en 95. Donc et tu vises la seconde place. Voilà, je vise la seconde place, enfin, en tout cas dans les championnats du monde, ce qui est pas si mal. Mais bon, ici, on verra. C'est de toute façon c'est du semi-rapide, donc c'est vraiment... faut voir comment ça se passe au niveau des matchs. Je crois qu'on ne peut pas vraiment donner de pronostic, même si Joël est un peu favori par rapport à nous. Je pense Joël est un peu favori, un peu au-dessus. Et après, on est 3 gros outsiders. Et bon, je crois que ça dépend vraiment de la physionomie des matchs. Donc Laurent Fressinet en tout cas en pleine forme puisqu'il vient de faire une perf à 2880 sur le dernier week-end, sur l'avant-dernier week-end de National 1, c'est plutôt pas mal. On ne parlera pas du dernier puisqu'il était moins bon, mais en tout cas donc Laurent toujours présent, toujours en forme. Alors maintenant on va peut-être aborder un petit débat, un petit sujet, c'est sur la formule de ce tournoi du Sénat puisque c'est un système à élimination directe, système coupe et des parties semi-rapides. Donc on va demander un peu aux joueurs ce qu'ils pensent du semi-rapide.
et tout simplement s'il s'estime plus fort ou moins fort dans cette cadence, puisqu'elle n'est pas tout à fait pareille. Qu'est-ce que c'est un semi-rapide, Stéphane? C'est une partie rapide. C'est une partie rapide. Alors, la différence avec les parties longues ou parties officielles, c'est que les parties longues, c'est 2 heures par joueur pour jouer 40 coups. Donc, on a bien le temps de réfléchir. Là, faut quand même, je pense qu'il y a une part d'intuition qui vient en plus. Enfin, ça, les joueurs nous le diront peut-être un peu mieux. Peut-être à commencer par Christian. Quelle est la particularité du jeu semi-rapide par rapport au jeu de parties longues? Comme tu le dis, il y a moins de temps pour la réflexion. Donc ça donne des parties d'une qualité un peu moins bonne. Mais 20 minutes, ça permet quand même de maintenir un niveau de jeu assez élevé. Et donc, il faut se décider plus vite. Évidemment, donc, il y a l'instinct qui prime un peu plus qu'en partie lente. Pour les spectateurs, c'est beaucoup plus amusant parce que suivre une partie pendant des heures, c'est assez astreignant. Et donc, je pense que globalement, je suis assez favorable à cette formule. Tu te considères plus fort en partie rapide ou en partie Je pense que je suis un peu moins fort en partie rapide, malheureusement. Ah, donc... Partie rapide, donc un petit peu défavorable pour Christian, mais enfin on sait quand même que il est capable du meilleur, du pire peut-être aussi, mais en tout cas capable de faire des très très bons résultats en partie rapide. Alors on va s'adresser à Boris Pasky. Donc Boris, les parties rapides. Okay, as for semi-rapid, I prefer to play semi-rapid than normal control. Normal control. And why? Because I'm old man, because I used to play with the hand, but not with the head. D'accord. Bon alors, on va traduire. Boris dit que, comme il commence à être assez âgé, eh bien, il joue plus avec la main qu'en réfléchissant. Mais il faut dire aussi que vous avez quand même une grosse intuition, une intuition très développée pour naturellement aller vers la bonne pièce. Yeah, I think so, yeah. Donc le semi-rapide est assez adapté. Mm-hmm. Voilà. If you like, I can add something that, if at my age I play the normal cadence of time, let me say 3 hours per game, yes? Okay. So it means that I'm suffering too much because I have to calculate and a lot of doubts. Real suffering business. But in semi-rapid it somehow goes much faster. D'accord, alors on va traduire ce que Boris a dit, c'est tout simplement une partie longue, c'est long, c'est pénible et Boris n'a pas envie de les jouer. Ça le fait souffrir. Oui, tout à fait. Alors que le semi-rapide c'est plus fun, plus tranquille. Joël, semi-rapide, spécialité? Non, c'est pas une spécialité, mais j'aime bien les parties rapides. C'est vrai que pour le public, c'est plus intéressant, c'est plus facile à suivre, c'est plus facile de comprendre ce qui se passe. Les joueurs aussi jouent peut-être de manière un peu différente, ils sont peut-être un peu plus relâchés, ils ont peut-être plus envie d'essayer des choses risquées, des choses qu'ils n'essaieraient pas d'habitude, parce que quand l'adversaire a moins de temps, on se dit qu'il aura peut-être du mal à trouver sur l'échiquier les coups qui réfutent une idée qui peut être un peu douteuse. Donc ça change un peu les données du jeu, et c'est bien, ouais, j'aime bien jouer en partie rapide. Avec des bons résultats? Oui. Dans l'ensemble, ouais, ça va. Pas trop mauvais. Disons que c'est à peu près conforme à mon jeu en partie normale. Il n'y a pas de grosse disparité. D'accord. Laurent, toi, les semi-rapides, donc tu as un classement, on va le rappeler, classement Ingest de 2880 points Elo. 2810 points Elo. 2810 points Elo. Donc ça paraît hors de proportion. Oui, mais ce classement IGES qui est fait par la Fédération française d'échecs. Et je crois que, je ne sais pas qui est le directeur du classement, mais il faudrait qu'il révise. C'est-à-dire que j'ai fait 2 tournois en fait. Ils ont comptabilisé seulement 2 tournois. Un tournoi où j'ai fait 100% et un tournoi où j'ai fait 7,5 sur 8 avec une performance à 2800. Mais c'est évidemment pas mon niveau de jeu en semi-rapide. Et donc moi j'aime bien ça, mais c'est vrai qu'il y a des fois où je joue très mal, ça je m'en rends compte après quand je regarde les parties, et il y a des fois où je trouve que je joue plutôt pas mal, donc je pense que je suis assez irrégulier en semi-rapide, c'est peut-être parce que je n'ai pas assez d'entraînement, parce que j'en joue quand même très peu, et donc c'est vrai que je vais jouer assez détendu, et j'espère que je serai en forme et que je ferai de bonnes parties. Tu penses que cette cadence a plutôt tendance à t'avantager ou à te désavantager? Je pense que ça dépend des fois. Si je suis en bonne forme, ça peut m'avantager, et si je suis vraiment pas en forme,
c'est comme je suis très irrégulier en semi-rapide, donc je peux pas savoir. Eh bien, nous verrons ça demain, avec les parties, les premières demi-finales qui commenceront à partir de 14h30. Stéphane, je pense que tout de suite, on va passer au tirage au sort, Ouais. qui est quand même un des moments les plus critiques. Tirage au sort, alors devant nous on a une coupe. Ouais, on va peut-être expliquer quand même un petit peu pourquoi c'est si important que ça, le tirage au sort, Ouais. parce que ça va donc déterminer, D'abord l'ordre des matchs et les couleurs aussi. et surtout qui va jouer contre qui, quoi. Voilà. C'est quand même l'élément très très important. Donc il y a dans cette coupe, qui n'est pas le trophée du Sénat, mais qui est un substitut pour l'occasion, puisque la coupe du Sénat est au Sénat, c'est normal. Il y a donc 4 noms dans la coupe. Nous allons demander à l'arbitre, donc qui est Monsieur Thierry Paris, de venir sur scène et nous expliquer donc la procédure. Voilà, Monsieur Thierry Paris qui va venir s'installer ici. Alors donc Monsieur l'arbitre, quel est votre rôle dans ce tournoi déjà pour vous présenter un peu? Donc dans ce tournoi, mon rôle sera effectivement d'arbitrer les parties, c'est-à-dire essentiellement de veiller à ce que le jeu soit de bonne qualité, qu'il y ait en fait que les parties se déroulent de la façon la plus régulière possible. Donc il faut savoir que ces cadences dites rapides se jouent quand même sous un certain stress, et au bout d'un moment, plus on arrive vers la fin de la partie, plus je dirais les pièces ont tendance à bouger de plus en plus vite sur l'échiquier et même de temps en temps à voler. Donc des pièces partent du jeu, on est là pour veiller justement à ce que les conditions restent très très bonnes et donc que les joueurs n'aient pas à se soucier de problèmes particuliers. Tout à fait. Alors le tirage au sort, comment ça se passe? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va... Alors, comment va-t-on faire? Comme tout bon tirage au sort, il faut une main innocente qui va donc tirer. Il y a dans cette coupe 4 boules qui contiennent chacune le nom d'un joueur. Et donc le tirage au sort en fait va déterminer les rencontres, donc les 2 protagonistes de chaque rencontre. D'accord, alors donc on va faire tirer une personne qui ne joue pas, donc Stéphane ou moi, Ouais. pour choisir donc... Qu'est-ce qu'on va choisir en premier? Ça va être... Donc alors la première boule qui va être tirée, en fait, le premier joueur qui sera tiré va choisir donc la couleur qu'il aura lors de la première partie. Donc avant de choisir la couleur, on va effectivement tirer la deuxième boule qui donnera à l'adversaire de ce joueur, mais le premier joueur aura la chance de choisir la couleur avec laquelle il souhaite débuter. Voilà, donc nous tirons le premier joueur, Voilà. qui sera opposé au deuxième que nous allons Donc c'est des boîtes voir après. C'est des boîtes surprises. Et donc il s'agit de Christian Bauer. Christian Bauer. Donc l'avantage d'être sélectionné en premier, eh bien, c'est que Christian pourra choisir la couleur qu'il aura dans la première partie du match. Donc contre eux, alors là c'est le suspense. Donc ça sera le premier match demain. Oui. Contre Boris Pasky. Ah, Voilà. donc voilà, nous avons nos 2 adversaires. Christian contre Boris. Christian choisira sa couleur après. Maintenant, on va demander à un de vos 2 rivaux de choisir qui, en fait, choisira sa couleur. Donc peut-être Christian ou Boris, choisir un des noms. Oh. Ouais. Vas-y Christian. Alors voilà. Le premier joueur sorti, c'est Joël. Joël Lautier. Joël Lautier. Et on va donc vérifier qu'il est bien Fraissinet. Bon, on va vous les montrer, c'est un petit peu tard, mais il y avait bien les 4 noms différents. Et là, c'est normalement, sans surprise, Éloi Rolange. Laurent Fraissinet. Laurent Fraissinet. Voilà, donc alors, nous avons donc Christian Bauer contre Boris Pasky. Christian qui va choisir la couleur qu'il aura dans la première partie du match. Oui, je préférerais jouer avec les noirs pour commencer. Avec les noirs, donc Christian aura les noirs contre Boris Pasky demain. Donc vous jouerez la deuxième demi-finale qui aura lieu à donc 17h30 au Sénat. Alors qu'en revanche, Joël et Laurent joueront à partir de 14h30. Donc je crois que c'est Joël qui choisit. De toute façon, on s'est mis d'accord avec Laurent avant l'émission. Donc, vous étiez d'accord, tout le monde est content? Oui, donc j'aurai les noirs la première partie. D'accord, donc Laurent avec les blancs contre Joël. On va peut-être vous poser peut-être une petite question sur ce choix des couleurs. Oui, pourquoi choisir les noirs donc, Christian? Oui, c'est ce qui se fait traditionnellement, parce que si on perd avec les noirs, après on a les blancs, donc on peut essayer de se refaire. Et en principe, c'est l'opinion générale. D'accord. Donc tu envisages d'essayer de te refaire?
Oui, éventuellement. Boris, avoir les blancs dans la Pourquoi première partie, c'est plutôt c'est neutre, c'est un avantage, aucun avantage, c'est pareil. No idea. Bon, donc pas de problème. Donc là, Joël et Laurent étaient d'accord, ce qui veut donc dire qu'ils ont des conceptions qui divergent. Oui, donc ça veut dire que Laurent aurait choisi les blancs. Bah, oui, Laurent m'a dit qu'il était vachement fort avec les noirs, donc il m'a dit que dans le cas où il aurait à choisir, il prendrait les blancs la première, parce qu'il serait beaucoup plus facile d'égaliser avec les noirs dans la deuxième. Donc je lui ai dit pas de problème. D'accord. Donc oui, non, mais moi c'est vrai que j'ai un score catastrophique ces temps-ci avec les blancs. Et avec les noirs, j'ai perdu aucune partie depuis le début de l'année, donc je suis assez en confiance finalement. Et donc finalement, peut-être ma couleur forte, c'est les noirs. Donc, mais c'est vrai que bon, quand même, c'est vrai que c'est embêtant si je perds la première avec les blancs. Faut quand même avouer ça. C'est sûr. Donc, on va peut-être rappeler la formule des matchs pour... Voilà, donc on est sur des parties semi-rapides. Alors, nous jouerons donc des parties avec une cadence de 22 minutes par joueur, mais il y a une petite chose importante, c'est qu'à chaque coup joué, 2 secondes seront ajoutées. D'accord. Donc il y aura donc un match aller-retour, donc chaque joueur rencontrera avec une fois donc les noirs, une fois les blancs. En cas d'égalité, nous aurons une première série de blitz. Alors là, c'est un blitz classique, c'est-à-dire 5 minutes par joueur. Donc également en match aller-retour. Si à nouveau égalité, on a une seconde série de blitz. Pareil, en match aller-retour. Et si on a à nouveau égalité, on a là un blitz particulier, puisque les blancs auront 5 minutes et les noirs 4 minutes, mais obligation pour les blancs de gagner. Voilà. C'est le moyen de départager les joueurs, c'est-à-dire qu'en cas de nul, eh bien, c'est tout simplement les noirs qui gagnent. Les noirs ont 4 minutes et les blancs 5. Les blancs ont pour impératif de gagner. Et ça départage de manière obligatoire. Donc, monsieur Thierry Paris, pas d'autre moyen. On vous donne rendez-vous demain pour un arbitrage choc à partir de 14h30 au Sénat. Tout à fait, ça sera donc voilà. Et maintenant, nous allons passer à la dernière partie de cette émission qui sont les interventions du public, puisqu'il y en a sans doute. Donc, des spectateurs de Diagonale qui sont venus ce soir et qui ont peut-être envie de poser quelques questions aux champions qui sont regroupés ici. Alors, peut-être une première question. Oui, alors oui. Jean-Luc. Une première question. Donc, les pronostics un petit peu des joueurs, qu'est-ce qu'ils pensent demain, qu'est-ce qui va se passer, les ouvertures. Alors, donc ça, c'est des questions, je pense, Stéphane, qu'on aura du mal à demander aux joueurs. Enfin, on va quand même vérifier que les joueurs ne soient pas d'accord pour en parler. Laurent, est-ce que tu peux donner le pronostic sur ton match et l'ouverture que tu vas jouer demain? Je pense que je vais gagner. Et donc peut-être à 3 ou H3, je sais pas, j'hésite en fait entre les deux coups. Donc je vais voir. Comme premier coup. Pour changer les blancs en noirs. Ouais, voilà. Oui, évidemment. Joël? Bah écoute, je sais pas, de toute façon le match va être difficile, c'est sûr. Mais bon, je pense que de toute façon, c'est pas très important de se poser ces questions-là avant un match comme ça. Je sais pas, on verra bien. Oui, je suis du même avis que Joël, c'est que les matchs vont être tendus et puis qu'on verra bien. En ce qui concerne les ouvertures, c'est pareil, ça dépendra pas que de nous, enfin, des deux adversaires. Donc, Mais tu es propice plutôt à jouer E4 ou D4, par exemple, quand tu auras les blancs. Je vais y réfléchir. But what was the question? I'm sorry, I missed it. About the openings. Yeah. Which opening will you play tomorrow? Hopefully. And your pronostic? No comment. I just prefer to preserve my pulse, not more than 90 per minute. D'accord, Boris préfère rester calme, donc garder les battements de son cœur tranquilles. Donc pas de commentaires sur cette question. Est-ce qu'il y a une autre question? Je voudrais poser une question à Boris Spassky sur le sujet, bien sûr. Donc on va vous demander de mettre le micro un peu plus près de vous. Ok. Et donc la question serait de dire si à Boris dérange beaucoup qu'on associe son nom à celui de Bobby Fischer. Et ensuite, poser la question, quel souvenir il garde de deux rencontres avec Bobby Fischer. D'accord, alors on va tout de suite poser la deuxième question. Donc Boris, en fait c'est vrai que quelque chose revient souvent quand on parle de vous, c'est le match Spassky-Fischer.
le fameux match, donc Reykjavik en 1972. So this is the question about Reykjavik, not about Sveti Stepan. À propos des deux, c'est-à-dire qu'on associe votre nom à celui de Bobby Fischer. No, generally I have very good recollections about both matches. Oui. Even Reykjavik, which I lost, I lost both matches, by the way. Even in this case, yeah. And the first question, Est-ce que ça vous dérange que votre nom soit associé à celui de Bobby Fischer? No. Doesn't make any problems for me, no. Et donc, quel souvenir gardez-vous de Bobby Fischer? Parce que je ne sais pas You si mean, vous you le voyez mean encore. about him as a person? Oui. I have really good souvenirs about Bobby. For me, he's a real aristocrat of spirit, let me say. And as I used to call him, he's an outstanding leader of our chess trade union. Because thanks to Bobby Fischer, you know that the prices in the tournaments moved up and the chess got a lot of respect. But of course, his personal fate is quite tragic because he doesn't play chess anymore. D'accord, alors on va traduire tout ça un petit peu à la volée. Donc il a des très bons souvenirs de Bobby Fischer. Il estime que Bobby est un joueur qui a énormément développé le jeu d'échecs, puisque donc avant, en 1970, les échecs n'étaient pas encore vraiment reconnus, n'étaient pas médiatiques. Il a poussé le jeu, les joueurs sont maintenant mieux payés, il y a vraiment un métier qui a été formé. Donc il a des très bons souvenirs de Bobby et qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a une tragédie parce qu'il ne joue plus aux échecs, c'est ça? Et aussi pour moi, il est aristocrate d'esprit. D'accord. Donc Bobby est un aristocrate d'esprit. Non, c'est un aristocrate du jeu d'échecs, c'est-à-dire qu'il a une vision neuve du jeu d'échecs. Je pense que c'est ça qui veut dire. Ouais. Donc voilà, nous avons une traduction de Bertrand Guyard qui n'a pas de micro, mais donc c'est pour ça qu'on va le reprendre. Il a Quelle était la traduction? Il y a une vision. Merci Laurent. Donc nous allons peut-être passer à une autre question. S'il y en a d'autres questions? Oui, on peut revenir peut-être sur ce sujet. C'est vrai que sur les derniers championnats du monde, c'est toujours une question pour... Enfin, une question... Il faut revenir dans la caméra, oui. Comment expliquer qu'il ait de bonnes relations avec son opposant Bobby Fischer, alors que Karpov et Kasparov se détestaient, alors qu'aujourd'hui, se détestaient, avaient de très mauvaises relations, ou que la plupart des grands champions entre eux avaient du mal à avoir des relations, cordiales. Alors, c'est bon, vous avez compris la question? I do hope that I understand that. Maybe I can repeat. Maybe I'm wrong in my understanding that why the relationship between the players are different. In our time, we Yes, had more exactly, respect, yes. and now it's much better to ask about this directly, Mr. Kasparov and Mr. Karpov, or even Kramnik, because this is I wouldn't dare to give my own explanation. I only can tell you that our relationship with Bobby Fischer always were quite, let me say, on solid terms and quite respectful for both sides. Alors pour répondre à la première partie de la question, c'est qu'il vaudrait mieux demander à Kasparov et à Karpov pourquoi ils ne s'aiment pas et ainsi de suite, même à Kramnik. Deuxième partie de la réponse, c'est que tout simplement ces liens avec Bobby ont toujours été très respectueux et très dignes, on va dire, ces deux joueurs qui se respectaient beaucoup. Une petite dernière question, peut-être dans le public. Oui, nous avons une question. Bonsoir, j'ai une question qui s'adresse à tout le monde. J'aimerais savoir si un jour vous pensez qu'on peut prouver qu'avec les Blancs, il est impossible de perdre. Alors ça, c'est une question philosophique. Je vais peut-être me tourner vers Joël, qui est quand même le professeur de l'échiquier. Donc, Joël, pourra-t-on prouver un jour que les Blancs jouent et font nul? Bah écoute, je m'étais jamais posé cette question-là, à vrai dire. Je pensais qu'on pourrait essayer de prouver que les Blancs gagnaient, mais qu'ils font nul, oui, certainement. Je pense que ce serait extraordinaire que les Blancs soient en zigzag au premier coup, quand même. Donc je pense que ça, c'est pratiquement acquis déjà, même si on n'a pas l'ordinateur encore qui nous permette de le prouver.
Mais en tout cas, mon avis personnel, c'est que la position de départ est complètement équilibrée. Bien sûr, un petit avantage pour les Blancs, mais le résultat normal, et si le résultat parfait existe, c'est une partie nulle. C'est une partie nulle. On peut peut-être dériver très vite sur l'informatique, puisqu'on sait que les joueurs donc très actifs, les jeunes joueurs utilisent énormément l'informatique, énormément l'ordinateur, les bases de données et tout ce qui s'ensuit, les moteurs d'analyse. J'aimerais bien savoir si Boris, l'informatique vous a apporté quelque chose. Oh, anyway, I use the computer now. I have a big one and I have a small one. And it's, by the way, for me, this is a real miracle. I mean that I can, for instance, I can find very easily the games of all my opponents who are here. And this is already quite a lot for me. D'accord, donc alors Boris utilise l'ordinateur, il en a un grand, un petit, donc il est très équipé informatiquement. Et en plus, donc, c'est de la magie, tout simplement, parce que ça lui a permis de se préparer contre tous les joueurs qui sont ici. Et alors, vous avez trouvé des faiblesses chez les joueurs que vous allez rencontrer? What is the what sort of faiblesse? Yeah? Now I need your help. Well, he was asking if you found weaknesses in our play since you studied our games in the database. Not yet. Pas encore. Not yet. Ils sont donc très très prometteurs. Je crois que Christian, toi, tu m'as dit avant l'émission que tu n'avais pas préparé spécialement. Non, bah en plus comme c'est une cadence rapide, ce sera pas le même type de préparation. Mais bon, pour l'informatique est évidemment très utile. Mais cette nuit, ça va cogiter ou... Bon, un petit peu, mais je pense pas non plus que je vais y passer des heures. D'accord. Préparation tranquille pour Christian Bauer. Alors s'il y a encore une question, avant qu'on se... Ah bah il y a encore une question, donc le public est chaud. Bonsoir. Bonsoir. Je voudrais revenir un peu sur Bobby Fischer. J'aurais souhaité demander aux 4 grands maîtres quel serait à leur avis le résultat de match entre le Fischer 72 et le Kasparov actuel. Ah oui, c'est une bonne question ça. Alors quel serait le résultat de ce match peut-être, Laurent? On va demander à Joël, il est bien pour répondre à la question. Moi j'en sais rien. Franchement, entre le Fischer de 72 et entre le Fischer de 72 pas le Fischer de maintenant. Ouais, le Fischer de 72 et le Kasparov de maintenant. Franchement, je n'ai pas étudié en détail sur son jeu, donc je ne serais pas capable de dire. Évidemment, je connais les parties principales et j'ai regardé beaucoup de ses parties, mais j'ai vraiment pas étudié son jeu, tandis que je connais bien le Kasparov de maintenant. Mais bon, je pense que oui, Joël est très bien pour. On va quand même faire une petite remarque avant de poursuivre la réponse. Il paraît que Bobby Fischer jouerait sur Internet en ce moment. Et donc, Laurent, tu rejoues avec lui. Oui, mais je sais pas, ça faut peut-être demander à Boris s'il est au courant. S'il lui a dit que si Bobby Fischer joue sur Internet. Est-ce que Bobby Fischer joue sur Internet actuellement? Est-ce que c'est pas? Ouais, c'est pas. Donc c'est pas sûr, parce qu'en tout cas, il y a une terreur qui terrorise tous les joueurs. Donc il les bat tous systématiquement en jouant au premier coup une ouverture aberrante. Et tout le monde soupçonne que ça soit Bobby Fischer. Donc c'était juste la parenthèse. Laurent, tu as eu le plaisir d'affronter ce fameux guest. Et donc tu as dit, je me rappelle de cette réponse dans une interview que tu as donnée à Libération, Fischer, c'est Fischer, j'en suis sûr. Oui, non, mais parce qu'on a discuté avec lui et qu'il a dit, par exemple, il a dit à Pinter, qu'il voit souvent à Budapest, qu'il jouait de temps en temps sur ICC. Donc bon, sur ICC, c'est le club d'échecs sur Internet. Donc apparemment, ça doit être lui. Il a battu Grichuk 10-1, donc je suis pas le seul. Voilà, Grichuk qui est quand même, qui fait partie des 30 meilleurs joueurs mondiaux. Donc le fantôme de Fischer terrorise sur Internet. Voilà, donc on va peut-être poursuivre pour la réponse. Donc est-ce que Fischer 1972 contre Kasparov 2001, quel serait le résultat de ce match, Joël? Une analyse? Ouais, tu veux que je te donne un score exact? C'est vraiment difficile comme question, mais c'est-à-dire que le problème, c'est que le jeu a tellement progressé depuis. Kasparov joue d'une autre façon, on ne se prépare pas de la même manière. Je ne sais pas ce que donnerait un match actuel entre Fischer maintenant et Kasparov. Ce serait intéressant de voir. On n'a pas eu l'occasion malheureusement de voir Bobby à part lors de son match contre Boris en 92. Et j'aimerais bien qu'il revienne, oui, ce serait très intéressant de le voir. Mais bon, sur un match hypothétique comme ça, c'est. Et en plus, ça ne sera plus le Bobby de 72. Non, bien sûr, mais enfin, quand même, c'est la version qui s'en rapprocherait le plus. Christian? Oui, bah actuellement, je pense qu'il aurait beaucoup moins d'énergie aussi qu'en 72. Et que ses connaissances théoriques étaient nettement inférieures à celles de Kasparov actuellement. Et donc, il partirait avec un gros handicap pour un match hypothétique.
What was the question? The question was What would be the result a result if, between Fischer and Kasparov? Fischer's 72 against Kasparov now. I would give some advantage to Bobby Fischer. Yes. Yeah. Why? Pourquoi? Because in my opinion, Fischer of 1972 is stronger than Kasparov at his best. Because Kasparov is very strong only if he has initiative, if he has an attack, if he's active. But Bobby could play any sort of positions, and even when he was attacking, he was quite sound. So for me, the talent of Bobby Fischer is more, let me say, universal. D'accord, alors la différence entre le jeu de Garry Kasparov et de Bobby Fischer, c'est que Kasparov joue extrêmement bien quand il a l'initiative, mais c'est plus ou moins l'unique domaine où vraiment il maîtrise complètement les positions qu'il joue. Dans les autres domaines, c'est un joueur entre guillemets conventionnel, un super joueur mais assez conventionnel, alors que Bobby Fischer, lui, avait un style complètement universel, pouvait jouer n'importe quel type de position de façon exacte et juste, et donc le talent de Bobby Fischer était supérieur à celui de Garry Kasparov. Bien. Messieurs, une question peut-être? Il n'y a plus de questions. Non. Apparemment, il n'y en a plus. Donc nous allons terminer cette émission en rappelant les horaires, les appareillements, les matchs et compagnie. Oui, il faut se tromper, je crois tout à l'heure, tu as inversé les matchs. C'est le premier match demain, ce sera entre Christian et... alors non, pas du tout. Le premier match demain, c'est entre Laurent qui aura les Blancs, enfin Laurent Fraissinet qui aura les Blancs à 14h30 contre Joël Lautier, suivi de la revanche. Donc revanche, ensuite blitz de départage s'il y a lieu. Ensuite à 17h30 c'est le match donc Christian Bauer qui aura les blancs, les noirs dans la première partie contre Boris Spassky. Match aller-retour, en cas d'égalité on recommence avec des blitz de départage et ainsi de suite. Ça sera un direct continu sur Canal Web à partir de 14h30. Il y aura toujours, l'antenne sera toujours prise, il y aura des reportages sur le match Kasparov-Kramnik Brain Games, des reportages sur la Coupe du Monde, sur tous les meilleurs événements couverts par Diagonale entre les parties. Donc ce sera une émission complète qui va durer plus de 6 heures avec évidemment le superbe Grand Prix du Sénat qui sera en direct avec les commentaires de Jean-Luc Chabanon qui est ici dans le public, de Bertrand Guyard qui est ici également dans le public, de Stéphane, de moi. Et on fera tourner les maîtres qui seront dans la salle. Donc on vous remercie tous d'avoir participé à cette émission. Et rendez-vous demain donc. Thank you. Voilà. Merci.